Salut tout le monde, on est le mardi 12 décembre 2023 à Santa Monica et aujourd'hui ce sera l'entrée 21. Donc voilà. En tout cas c'est bizarre toujours bizarre pour moi de faire ces vidéos, hein. J'essaie de les faire au quotidien, mais, euh, mais c'est étrange, j'ai l'impression qu'à partir d'un certain moment de vidéos à partager des choses qui sont plus ou moins intéressantes, j'ai bien peur que je vais devoir à un moment donné attaquer des choses très personnelles. Et, euh, voilà, ça me fait un peu peur. Mais bon, j'ai pas grand chose à cacher de toute façon. Et en même temps, c'est pas un désir pour moi d'être dans une forme d'exhibitionnisme, mais j'avoue que le fait de me familiariser avec moi-même en montrant ma tronche sur YouTube, ça a des vertus hyper intéressantes. Et donc voilà, en ce moment c'est un grand chambardement dans ma vie parce que au bout d'une année où l'économie a été quasiment à plat, pas à plat, c'est pas l'économie, mon industrie on va dire, à cause de différentes grèves, l'année dernière, l'année 2023, j'ai quasiment pas eu de boulot et j'ai cru que j'allais en avoir, ça m'est jamais arrivé de ma vie. Et, euh, et donc j'ai commencé à avoir du stress il y a quelques mois. Et donc j'ai commencé à faire quelques entretiens parce que je suis en train de me dire que au bout de 10 ans de freelance en étant à mon compte, qu'en fait qu'il fallait que je dissocie ma source de revenus de ce que j'aime faire. Et donc en ce moment je suis en train de faire un certain nombre d'entretiens pour des boîtes hyper intéressantes. Donc il y en a une qui ouvre ses portes dans l'Ohio. J'attends, je sais pas si ça se fera, je crois que pour ce poste je suis surqualifié pour l'instant. Apparemment, quand ils seront prêts, peut-être qu'ils m'embaucheront peut-être dans un an. Et puis, j'ai eu un début d'entretien intéressant hier pour un gros studio, une grosse boîte très intéressante qui se situe à Nashville, dans le Tennessee. Et j'ai un autre entretien demain hyper important. Et pour ceux qui connaissent, il n'y a pas beaucoup de mystère par rapport à quelle est la boîte dont je parle dans le Tennessee. C'est une boîte très connue. Et j'en parlerai peut-être dans une semaine ou deux. Et, euh, et voilà, donc c'est intéressant en ce moment tout ce qui arrive. Tous les jours, il y a un épisode nouveau qui arrive. C'est comme si plus tu grandis, plus tu mûris et plus tu arrives à déchiffrer des choses au quotidien. Comme si tu étais dans la Matrix et d'un seul coup, petit à petit, tu t'habitues à lire le code. Et là, je vois maintenant des sortes de dynamique et d'alignement que je pouvais pas voir avant. Et, euh, et voilà. Et puis, il y a aussi, en ce moment, je pense, c'est hyper intéressant parce que c'est comme si tu passais les 40 premières années de ta vie et tu te rends pas compte, tu fais pas de connexion et tu as l'impression que c'est que des situations aléatoires qui arrivent. Et en fait, comme le disait Carl Jung, les 40 premières, les 40 premières années de ta vie, en fait, tu fais de la recherche. Et après, d'après ce qu'il dit, hein, après, tu peux vivre avec une intention, une direction. Tu arrives avec un arsenal d'expérience, de sagesse. Et c'est marrant. Donc, et aujourd'hui, je vois avec le recul le moment tragique, un des moments tragiques de ma vie, ça a été mon divorce, là, il y a 9 ans. Ça a été une horreur, un truc de fou. Et, euh, et le fait que je suis là à faire des vidéos, j'y crois pas. J'ai l'impression que j'ai réussi un peu comme dans Rocky à tenir la distance. Et puis, en fait, j'ai l'impression que instinctivement, on arrive dans la vie et on se fait on trouve des mécanismes qu'on a appris d'adaptation
et qui sont en fait en réalité une forme de création d'armure, une forme de déni, où on navigue et on croit s'épanouir et être bien, et en fait on se rend pas compte qu'on est dans une forme élaborée de protection et de survie, hein, et qu'on s'est construit une armure, et on la voit pas parce elle est mentale, et elle devient énorme, et à la fin on se rend plus compte que l'armure qui nous servait avant, elle sert plus à la fin, elle est plutôt gênante. Et, euh, et moi, quand j'ai cru que c'était la fin du monde quand il y a eu mon divorce il y a 9 ans, j'ai cru que c'était fini parce que je pense qu'il y a une méconnaissance de l'impact d'un divorce et la différence que ça a chez une femme et chez un homme. Et moi, j'ai fait des découvertes hallucinantes et j'ai compris qu'en fait, pourquoi le divorce m'avait tellement défoncé la gueule, hein, c'est que bah, c'était la famille, les enfants, mon couple, c'était mon identité. C'était là où j'avais mon existence, le sens de ma vie, hein. Et donc, quand tu as un divorce en tant qu'homme, bah, c'est pas juste une histoire qui n'a pas pu durer, c'est quasiment ton identité qui se désintègre. Et en tant qu'homme, on le sait bien, quand on n'a plus de sens familial, ou enfant, tout ça, ben, c'est difficile de trouver du sens à sa vie et de pouvoir tenir. Et c'est pour ça que, après mon divorce, j'étais totalement in loc et je me suis jeté à corps perdu dans une relation. C'était une grosse erreur, mais je peux même pas le regretter aujourd'hui parce que c'est grâce à elle, hein, si je suis encore vivant aujourd'hui. Et, euh, donc on va dire que la relation que j'ai eue tout de suite après le divorce, c'était plutôt un instinct de survie, un pragmatisme pour pouvoir tenir la pression mentale, émotionnelle de la perte de mon identité. Je sais qu'en faisant ça, j'ai causé beaucoup de drames et de peine et de déception, mais il fallait bien survivre, hein, et j'étais le seul à être à l'époque à financer tout, hein, donc c'était pas le moment de me laisser abattre avec une dépression et des tendances suicidaires. Voilà. La résilience pure ne pouvait pas tout répondre. Et, euh, et ce qui s'est passé, c'est quasiment un shift, parce que dès qu'il y a eu mon divorce et que mon instinct de survie s'est déclenché, bah, il a fallu devenir et grandir à une certaine vitesse, et de répondre vraiment à la situation. Donc tu fais des pieds et des mains, tu es au milieu de l'océan, tu sais pas où est-ce que tu vas. Et, euh, et à ce moment-là, bah, j'ai commencé à déployer toutes mes capacités intellectuelles et émotionnelles pour essayer de piger ce qui se passait d'un point de vue micro et d'un point de vue macro. Et, euh, et je me rappelle bien, j'avais commencé un travail quelques années avant le divorce, de comprendre euh, qu'est-ce que ça voulait dire être un homme. Et quand il y a eu le divorce, là, je me suis posé la question, je me suis dit, bon, Athème, il faut absolument que tu fasses des recherches et que tu étudies la question et de te poser la question, quelle a été ta contribution à l'échec, au fiasco et à la destruction de la famille. Il faut savoir que j'ai jamais voulu le divorce. Euh, et je pense qu'en général, les mecs n'ont pas envie de divorce parce que, voilà, je pense que c'est pour des questions de confort, mais aussi, dans mon cas, et je pense dans le cas de beaucoup de pères, c'est que on associe le divorce et la destruction de la famille. Et pour moi, je pensais aux enfants. Je voulais surtout pas divorcer, mais bon, à un moment donné, c'est devenu inévitable parce que voilà, c'était demandé, exigé, donc ça a été fait. Et après, j'ai démarré une expérience hallucinante que très peu de personnes ne sait, mais ça fait presque 9 ans maintenant que je suis divorcé, et donc il a fallu que je rentre en mode réflexion, survie, analyse, et donc je me suis mis à lire pas mal des livres qu'il y a derrière, et à faire des séminaires, à faire des thérapies, et, euh, et j'ai analysé en fait la psychologie, notamment
le Cluster B Personality Disorder. J'ai étudié la nature masculine et féminine. J'ai été loin. Et, et j'ai commencé à décrire, à comprendre des choses qui m'étaient arrivées dans l'enfance entre mes parents et moi. Et c'est hallucinant parce que à des moments, tu peux aller loin dans la vie, atteindre des âges 30, 40, 45, et, euh, et être persuadé d'avoir vécu une sorte de réalité. Puisqu'en gros, en fait, quand j'ai quitté ma famille, quand j'ai voulu me faire ma vie, j'ai cru que je pouvais aller fuir tout le passé et aller de l'avant, et je me suis vraiment mis le doigt dans l'œil, en fait. Et ce qui s'est passé, c'est que donc après le divorce, pour revenir à ça, j'ai décidé de me poser la question devant moi, devant le miroir, de me dire, allez, à thème, tu prétends être un mec sympa, cool, gentil, maintenant il faut que tu regardes en face quelle a été ta contribution au fiasco. Et c'est là que ça a été, qu'on appelle ça, le rabbit hole. J'ai commencé à être dans un puits sans fond, où en étudiant la psychologie, en allant en arrière, en regardant ma relation avec ma mère, et là je pourrais écrire une dizaine de livres sur ce que j'ai découvert. Et, et je savais que je venais d'une famille dysfonctionnelle, mais quand tu étudies la question d'un point de vue psychologique, que tu te rends compte que c'est un chantier, tu as l'impression qu'il faut un PhD pour pouvoir piger ton enfance, tu vois. Et, et donc, en fait, à ce moment-là, grâce à ma résilience, mon instinct de survie et mon intelligence, j'ai décortiqué tellement de choses. C'est pas pour dire que j'étais pas responsable de quoi que ce soit, mais ça m'a permis de comprendre mes mécanismes à moi d'attachement et de ma relation au monde. Et donc, on a fait combien de minutes là? Ah, 12 déjà. Et, euh, et c'est là que j'ai fait une grande découverte. Ça a été cette catégorie que tu as en psychologie. Tu as le Cluster B Personality Disorder qui englobe les borderline, les narcissiques et les histrioniques. Et je crois que ça intègre les antisocial aussi. Et là, j'ai fait une carte où j'ai mis tous les membres de la famille, de ma famille, et certains membres de la famille du côté de mon ex. Et là, c'était flippant. Je vais pas dénoncer les personnes tout de suite. Et là, j'arrivais à identifier, bah tiens, là, il y a quelqu'un qui est histrionique, là, qui est narcissique grandiose, l'autre qui est narcissique vulnérable. Et là, je me suis retrouvé, je me suis dit, merde alors. Et comme par hasard, les personnes qui ont été les plus tendres, les plus gentils avec moi et les plus stables, c'est des personnes qui souffraient le moins de dommages collatéraux liés à leur enfance. Et, euh, et voilà, et donc quand j'ai commencé à vraiment déchiffrer, bah, je me suis dit, mince, alors là je commence à comprendre. Ça n'a pas forcément résolu mes soucis, hein, mais je me suis rendu compte qu'en fait je m'étais fourvoyé, que les traumas de l'enfance couplés aux traumas de l'enfance de mon ex-femme euh, comment dire, ont joué sur la balance. Et ça, c'est un aspect. Et après, il y a l'autre aspect que personne ne parle, c'est la dynamique entre hommes-femmes. Alors là, c'était un chantier genre 100 millions de dollars pour aller dans dans le chantier et creuser pour avoir des indices. Et là, j'ai fait un travail aussi titanesque de recherche sur la nature féminine, psychologiquement, émotionnellement, symboliquement, même d'un point de vue mythique. Et pareil pour ce que ça voulait dire être un homme. Et bon, voilà. En tout cas, j'ai déchiffré tout le bazar. Et je pourrais faire des émissions là-dessus, hein. Mais voilà. Et pour conclure cette vidéo, je me suis rendu compte qu'en fait, ma relation avec mon père avait été ruinée parce que j'étais. En anglais, j'avais un. Comment dire? Ma perception a été fusionnée avec la perception de ma mère. Dans le terme en anglais, c'est enmeshment, ce qui veut dire un emmaillage. Et en fait, je me suis rendu compte que
Mes parents étaient extrêmement dysfonctionnels, ils étaient extrêmement chaotiques entre eux. Tout le monde marchait sur des œufs, c'était la panique et l'angoisse, et ils se disputaient quasiment 8 jours sur 7. Et donc, euh, et donc ce qui s'est passé, c'est que au fur et à mesure, par instinct de survie, aussi par amour pour ma mère, il y a eu ce concept de enmeshment, et je crois qu'en psychologie, ça s'appelle, c'est très lié à ce concept en psychologie qui s'appelle folie à deux. C'est une sorte de psychose que deux personnes peuvent partager, et qui est déclenchée par l'un, et l'autre, sous la forme de pressions diverses, liées au temps ou à la pression, se retrouve à vivre cette psychose ensemble. Et donc, je soupçonne ça grandement. Alors, je ne suis pas psychologue, tout ce que je raconte, c'est des spéculations avec vraiment énormément d'indices qui convergent. Et, et je me suis rendu compte qu'en fait, il y avait un phénomène d'enmeshment entre mes sœurs, moi et ma mère. Donc, en gros, c'est comme si ma mère et mes sœurs, par manipulation, par abus psychologique de la part de ma mère, par, euh, par angoisse, par aussi dysfonction liée à mon père, on s'est retrouvés à être tous à penser, réfléchir et à voir dans la même direction que ma mère. Alors que, bon, naturellement, ce qui a causé un phénomène qui est maintenant, c'est une vraie pandémie dans le monde qui s'appelle l'aliénation parentale. Et en fait, je me suis pas rendu compte qu'en fait, j'étais conditionné à rejeter mon père et à ruiner ma relation. En gros, je me suis shooté dans le pied pour pouvoir exprimer mon amour pour ma mère et le fait que j'étais avec elle en soutien et que je croyais tout ce qu'elle disait. Et à l'époque, quand tu es jeune, quand tu as 19, 18, 19, il y a une sorte d'immaturité émotionnelle telle qui fait que on peut t'expliquer ce que tu veux, tu peux pas raisonner. Et donc voilà. Et malheureusement à l'époque, je n'ai pas eu un oncle, un adulte ou un ami pour me donner un coup de pied au cul et renouer avec mon père. Donc voilà. Donc et ça, ce qui est fascinant, c'est qu'aujourd'hui, maintenant, je me suis rendu compte de tout ça peut-être il y a 6 ans, 6, 7 ans, 8 ans. Mon père est mort en 2002, hein, donc même après sa mort, j'étais persuadé qu'il était responsable de tout, tout était à cause de lui, blablabla. C'est vraiment un truc. Et ce qui est intéressant, c'est ce phénomène de voir les choses en noir ou blanc. C'est un comportement aussi, un des aspects de la personnalité borderline, hein, ce qui s'appelle le splitting, hein, où en fait, tu as la joie, tu as la colère, tu as le bien, le mal, et tu rien entre les deux. Ou en tout cas, ce qui est entre les deux est associé à la honte. Donc ça a été une horreur pour moi de découvrir le poteau rose. Et, euh, et je souffre depuis en tout cas le décès de mon père. Et ça, c'est ça qui... j'ai essayé de transformer ça en quelque chose de beau et d'inspirant. J'ai pour projet de faire une chaîne en anglais sur l'aliénation parentale pour aider les jeunes garçons, les jeunes filles à renouer avec leur père et pour soutenir les pères pour pouvoir tenir la pression mentale. Et, et donc voilà, petit topo d'aujourd'hui, je vais pas trop m'égarer. Donc voilà, et sinon je me suis mis à lire Samarcande d'Amin Malouf, et je vais essayer d'en lire un petit peu tous les jours parce que j'ai envie de me remettre à parler correctement le français. Parce que là, j'ai l'impression que quand tu restes trop longtemps aux États-Unis, si tu fréquentes pas trop de français, tu commences à devenir un Jean-Claude Van Damme et avec des conjugaisons trop pourries et un accent qui glisse après. Donc voilà. Bon, merci à tous. À demain. Ciao.